Bonsoir. Merci d'être venu à notre rencontre ce soir à la Maison de la Poésie dans le cadre du Mois de l'Imaginaire. Donc moi je suis Eva et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina, Phoebe et Hélios. Et tous ensemble nous allons parler de science-fiction et de ce que le queer peut apporter à la science-fiction et notamment en termes de communauté. Donc pour des très très brèves introductions, Sabrina, tu écris des livres depuis à peu près aussi longtemps que je peux les lire. Et tu viens de sortir Melmoth Furieux, donc aux éditions de La Volte. Et Phoebe, tu écris peut-être depuis aussi longtemps que je peux te lire, mais je ne le sais pas. Et tu viens de sortir ton premier roman aux éditions Sabot cette année. Et Hélios, tu es comédien et metteur en scène. Et tu es là avec nous pour nous lire des extraits de ces livres. Donc, on va commencer par casser le titre de la soirée, ou plus ou moins le décortiquer. Oui. Et oui. Méga le track. Mais non, ça va le faire. Tout va bien. L'idée, c'était de discuter, en fait, en démantelant ce titre, de savoir quel était votre rapport à la science-fiction et au terme queer. Donc, si l'une de vous veut commencer, on y va. Et sinon, on avait un petit extrait d'un livre de Yann Larue qui peut nous aider à amorcer la réflexion. Pour ma part, le terme de science-fiction, je le trouve problématique, en tout cas appliqué à Tabor. Je ne suis pas une grande lectrice de science-fiction, bien que j'en ai lu. Mais je trouve ça hyper intéressant de voir que le texte m'échappe et qu'il devient la science-fiction par la grâce des lecteurs, lectrices, des libraires. Voilà. Mais peut-être que la science-fiction et qui plus est la science-fiction queer, c'est quelque chose qui remet en question les continuités historiques, en tout cas telles qu'elles nous sont présentées. C'est peut-être une manière de repenser l'histoire, de repenser l'action politique en particulier, parce que je pense que c'est quelque chose qui lie nos deux bouquins, Sabrina. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Bonsoir. Moi, j'écris de la science-fiction depuis le début, en fait. Mes premiers bouquins, mes premières nouvelles, c'était de la science-fiction et de la fantasy et du fantastique. Donc, moi, je suis dans le genre depuis toujours, en fait. Et je me suis toujours un peu plus là, parce que c'est comme un refuge, quoi. C'est un endroit où je peux faire plein de choses et où on m'autorise à faire plein de choses. Alors, c'est sûr que c'est un endroit bien spécifique de la science-fiction où je suis, qui est le n'importe quoi. Je suis à peu près là, quoi. Mais je suis bien là et j'ai besoin de ça en fait, parce que ça fait tellement partie de ma manière de vivre, d'écrire ces choses-là. Donc pour moi c'est ça, et c'est aussi, on parle de science-fiction là juste, de ce que ça. Pour moi c'est maintenant et là où je suis, quoi. Donc j'essaie toujours d'écrire là où je suis émotionnellement et au niveau du territoire, enfin là où j'habite, où ce que je vis. Voilà. Donc c'est une littérature pour moi du présent, on va dire un tout petit peu en avant, où en fait on pousse un peu des choses qu'on voit et qu'on peut anticiper en termes d'émotions et en termes de technologie et en termes de société et en termes de paramètres merveilleux. Voilà. Et justement, toute l'idée, pour préparer la rencontre, on s'est rencontrés, on a discuté de tout ça, et dans les choses qui sont arrivées assez vite, c'était cette discussion de penser quel futur et pour qui. Et donc là, dans le titre de la soirée, il y a queer, mais qui en fait est quelque chose de plus large ou plus restrictif dans le cas de vos livres. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur le sujet, l'une ou l'autre ? Sur la question du queer spécifiquement, notamment par rapport à ton livre, dont les personnages... Je pense qu'en l'occurrence, c'est parce qu'il s'agit d'affect queer. Enfin, c'est un petit peu pour rejoindre ce que tu disais, Sabrina, quoi. Enfin, il y a vraiment une question de vivre le monde de manière queer. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se traduit d'un point de vue littéraire. Donc, au-delà du fait qu'il s'agit de deux femmes qui s'aiment et qui sont un peu au centre du roman, je pense que ça s'étend aussi à toutes les autres relations qui sont décrites et peut-être à une manière de voir le monde. Et finalement... en tout cas, j'avais peut-être à cœur de queeriser aussi la littérature dans la mesure où je pense que tous les personnages s'hybrident un petit peu, et sans dévoiler la fin, je pense qu'il y a aussi cette question de la liquéfaction de l'identité qui me semble hyper intéressante, et puis d'autant plus qu'il s'agit d'un roman très aquatique. Tu peux y aller. Alors,
je ne sais pas si je pourrais dire que c'est spécifiquement queer, mais en tout cas, c'est spécifiquement genre le potentiel maximum de comment mettre la réalité en PLS. Et donc, du coup, parce que c'est ça la science-fiction pour moi, c'est cette espèce de Larsen, là. Et donc, j'imagine qu'à un moment donné, si on pousse assez loin l'exploration de nos identités, de nos pratiques, de nos luttes, de nos paradoxes, de nos instincts, je sais pas, on arrive, plutôt que de restreindre, on ouvre tout le temps. On passe par le queer, on traverse le queer à un moment donné, mais je pense qu'en fait c'est un mouvement qui est bien plus large que le queer. Aujourd'hui on a le queer parce que c'est un mot qui nous permet d'attraper tout un tas de notions qui ont besoin d'être mises en relation, quoi. Mais le mot est dépassable et il doit être dépassé, enfin c'est important, il me semble. Sur ces mots que je trouve hyper importants, je vous propose d'écouter un petit extrait d'un texte d'Yann Larue dans Libère-toi Cyborg, qui fait quelques lignes, et qui est une sorte de, alors pas manifeste, mais plutôt de déclaration d'intention de sa part. C'est un livre qui parle, le sous-titre du livre, c'est Le pouvoir transformateur de la science-fiction queer. Non, féministe, pardon. C'est un lapsus très intéressant. On pourra y revenir. Mais voilà, je vais laisser Elios nous lire ce petit passage, s'il te plaît. Quel est l'ordre du jour? L'agenda, comme on dit en anglais. Pour une telle SF, à la fois féministe, post-patriarcale, queer, cyborg, en un mot. Ce serait une SF qui permettrait de penser la situation sociopolitique des minorités. Elle lâcherait sans regret les soucoupes volantes et les monstres de l'espace, ou les agencerait tout autrement, comme Becky Chambers. Elle rendrait aux filles les commandes de la cyberculture, comme les meufs supra-geeks dans Toxoplasma, de Sabrina Calvo. Et si anticipation du futur il y avait, ce serait celle d'un futur politique, pas l'attente de la sortie du prochain gadget d'Apple. La SF devient aussi, et surtout, le lieu d'une avant-garde sociale où les puissances minoritaires peuvent s'exprimer. Merci. Ce qui nous permet d'amener un autre point qui est commun à vos deux livres, parmi beaucoup, qui est celle d'explorer des sociétés ou des mises en relation sociales et collectives assez intéressantes, novatrices. Moi, je les trouve enthousiasmantes aussi parfois. Et j'aurais juste eu besoin de vous interroger pour le détail. Dans Melmoth Furieux, on est dans une sorte de commune à Belleville où les gens se sont retranchés, si je ne dis pas de bêtises, et on va suivre Phi, qui est couturière et qui vit dans des sortes de squats, on va dire, avec notamment une ribambelle d'enfants. Et dans Tabor, on va suivre des personnages qui ont décidé, après un énorme déluge qui a un peu tout ravagé sur son passage, d'aller vivre en collectivité dans un petit village qui s'appelle Tabor, dans un lieu, semble-t-il, assez isolé où la terre n'a pas l'air très fertile. Voilà. Mais pour autant, dans ces deux situations, les personnes essayent de vivre en collectivité, y arrivent plus ou moins et réfléchissent à ce que veut dire cette collectivité qui est tout à fait hors norme. Donc. Absolument. Oui. Et je voulais savoir quelles étaient vos pratiques en fait. Est-ce que vous avez des pratiques, vous, collectives, qui vous amènent à ces réflexions et à la mise en scène peut-être de thématiques vécues ou juste réfléchies et imaginées? Je pense que pour ma part, il y a eu des expériences de vie en collectivité, mais qui étaient absolument pas aussi radicales ou réfléchies même que ce que je mets en scène dans Tabor. Mais pour autant, je suis allée voir des lieux de vie communautaires et militants un peu en touriste, quoi, et ça m'a beaucoup nourri dans la mesure où c'était des expériences qui me semblaient à la fois très enthousiasmante et en même temps qui faisait face à une répression vraiment violente de la part de l'État et qui était aussi grévée par des problèmes vraiment interpersonnels en leur sein, quoi. Et donc moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'était vraiment comment est-ce que face à la répression et face à la difficulté de vivre en communauté, comment est-ce qu'on trouve des moyens, des fictions qui nous permettent de vivre ensemble. Et donc je crois que c'est vraiment ça qui est au cœur de Tabor. Mais ce qui est marrant, c'est de se dire que ça soit reçu comme de la science-fiction, alors même que finalement c'est basé sur des expériences que j'ai
pas nécessairement vécu directement, mais auxquelles je me suis intéressée, quoi. Et donc pourquoi est-ce que une communauté pratiquement à l'amour libre dans la nature, pourquoi est-ce que c'est de la science-fiction, quoi. Et voilà. Enfin, moi, c'est la question que je me pose. Et par ailleurs, je crois qu'il y a le rapport à la technologie qui est assez intéressant. Peut-être, enfin, dans l'extrait que tu lisais, il y avait cette idée de refus du dernier gadget d'Apple, quoi. Et clairement, il y a tout un enjeu autour de la technologie dans Tabor. Enfin, comment se réapproprier les technologies à peu près, enfin, basiques qui sont plus ou moins facilement reproductibles par tout un chacun ou tout un chacune. Et quelles questions ça pose aussi. Et je dirais que dans ton texte, Sabrina, il y a aussi cette question de la technologie, justement très lofi et qui est un peu en porte-à-faux par rapport à ce qu'on peut s'imaginer de la science-fiction mainstream, quoi. En tout cas, tel que je l'imagine en tant que... C'est parce que je suis nul en technologie, quoi. Donc je prends des trucs que je connaissais il y a 20 ou 30 ans. Je sais que ça fonctionne à peu près, comment une VHS, ça fonctionne, quoi. Donc j'arrive à écrire sur la VHS. Et comme la science-fiction a cette espèce de fétichisme aussi, un peu des trucs technologiques un peu nerd. Voilà, alors après, oui, c'est... bon, bref. Et la question, c'était donc sur... Alors... ok, pardon, j'étais en train de penser aux machines. Et du coup, je pense que tout simplement, moi j'accorde une grande importance dans ma vie à l'amitié. Voilà, je crois. Et même si c'est des amitiés qui parfois se passent de manière compliquée, c'est un sentiment que j'ai toujours éprouvé très fortement, quoi, et avec beaucoup de nuances et beaucoup d'intensité, et plus ou moins d'intensité. Et ça m'a permis de... je sais pas, j'imagine de construire des nids, quoi, et de gens avec qui ont des nids aussi, et du coup d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et quand je suis arrivé à Belleville il y a 2 ans maintenant, je me suis fait des potes en fait. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait des potes dans mon quartier, c'est-à-dire un truc vraiment de quartier. Je m'étais fait des potes quand j'allais dans les soirées, dans les festivals, dans les machins. Il y a toujours une espèce de distance. Et même les voisins, c'était compliqué, quoi. Alors quand je vivais à Montréal, c'était plus simple, mais le voisinage à Montréal est régulé par d'autres règles beaucoup plus compliquées en fait. Et Belleville, c'était beaucoup plus... on parlait de colo tout à l'heure, mais quand j'étais en colo, quand j'étais enfant, quoi, et il y avait cette espèce d'ambiance de village qui grouille et que tout le monde mène ses activités, mais en fait, voilà, tout le monde se croise et tout le monde sait qu'ils vont se croiser à un moment donné. Et moi, c'est ce qui m'a servi en fait de matrice à la commune, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment on peut transformer ces relations très intenses entre les gens, avec plus ou moins de frottement sensuel, on va dire, vers une marche collective, vers l'émancipation depuis l'urbain, quoi, depuis le territoire urbain. Et alors c'est compliqué parce que dans le cadre de Melmoth Furieux, qui se passe effectivement dans une boucle, pas dans une boucle, mais dans une branche temporelle qui a pourri là, à la fin des années 90 et qui tourne en boucle, on a cette nécessité d'expliquer comment c'est possible à un territoire qui est oppressé par des forces qui sont des forces extrêmement... qui sont redoutables, quoi, qui sont les forces de la métrique, et les forces de la répression et de l'organisation de l'espace et de l'imaginaire, quoi. Comment est-ce qu'on tient le territoire, comment est-ce qu'on autonomise le territoire. Et ça, dans Melmoth, j'ai pas pu y aller à fond, c'est-à-dire j'ai pas pu me poser vraiment la question de ce que ça voulait dire de créer une communauté autonome à l'intérieur d'un tissu urbain très dense et qui est déjà menacé énormément. Je veux dire, Belleville, qui est rasé régulièrement par les grues. Nous, on a des pans entiers de bâtiments qui partent en condos, quoi, en tour de condos, quoi. Donc c'est... Voilà, donc prendre conscience de ce qui se passe entre les gens et de comment ça fonctionne, c'est, je crois, c'était le point de départ, en tout cas, moi, de cette vie en collectivité. Et moi, je suis une créature très urbaine. Moi, je suis un petit rat cyberpunk, quoi. Donc, je fais mon trou et mon nid. Ok, merci. Je vous propose d'écouter un premier extrait de Tabor. Je crois que, Elios, tu les as. Tu veux que je te donne la page ? Ouais. C'est bon ? Celui à 71... Ça roule. Merci. À la radio, les premiers jours, les informations avaient été de plus en plus alarmistes, surenchérissant dans les drames et l'émotion, multipliant les témoignages de personnes ayant tout perdu et les interventions de semi-spécialistes médiatiques prévoyant une catastrophe de grande ampleur qui coûterait plusieurs centaines de milliards. Mais maintenant, on enjoint au calme. Les voix se font douces et insinuantes. Il est pourtant probable
que la digue en amont de Paris se rompe d'ici peu, on le dit partout. Des patrouilles de police, augmentées de forces de sécurité privées, quadrillent la ville pour empêcher les scènes de panique et de pillage. On dit aussi que certains escadrons de police ont fait massivement défection. En milieu urbain particulièrement, le taux d'infiltration est trop important, parce que le sol est essentiellement un gruyère, ou bien encore une éponge si l'on préfère, dans quoi se sont engouffrées les eaux sales. Les niveaux montent de toutes parts. Les communications avec certaines régions deviennent difficiles, sans que l'on parvienne précisément à déterminer l'origine du problème. Il semblerait même que certaines liaisons satellites soient endommagées, ce qui est à la fois inexplicable et inquiétant. Dans le sud, certains villages sont entièrement submergés. Nombre de morts encore inconnus. L'épidémie étrange qui a fait surface dans le Midi à la fin de l'été continue à se propager, de plus en plus dangereuse, par manque de moyens et de ravitaillement. Au-dessus des immeubles, l'immense ciel, noir et violacé par les lumières de la ville, passe à grande vitesse, changeant et hostile. Une grande menace. Imaginez, sur la Terre circulent des nuées sombres. Les océans sont tièdes et agités. Tout est plongé dans une pénombre qui semble celle d'une éclipse, entre le gris et le noir. De grandes bourrasques de vent éclosent au-dessus des flots, dévalent les montagnes, se pourchassent et se heurtent les unes aux autres au fond des vallées, dans les plaines. Alors que des éclairs zèbrent l'enveloppe de nuages qui enserrent la planète, on voit peu à peu, à travers les rares trouées, les lumières des villes s'amenuiser, s'éteindre. À la place d'une mappemonde lumineuse, il n'y a plus que quelques points agrégés, des constellations éparses dans des coins qui vacillent, s'éteignent, reprennent. Le monde est recouvert d'une grande obscurité, d'une grande solitude. Les télécommunications sont brouillées, défaillantes, et chacun se terre chez soi en attendant la fin des pluies diluviennes qui s'abattront, semble-t-il, pour toujours. Redécouvrant pour certains l'angoisse de ne pas savoir ce qui se passe dans la ville ou le pays voisin. Imaginez bien, la structure du monde est déjà en train de se briser sous les coups de cette pluie qui ne s'arrête jamais, des eaux qui montent, des barrages et des digues qui lâchent, ce qui mènera à des accidents industriels à répétition, la crainte des risques nucléaires, puis des incidents nucléaires avérés mais discrets, des morts, des milliers de morts, mais tout ça en catimini et en silence. La plupart du temps, lentement. La fin du monde, ce n'est pas les flammes de l'enfer ou l'explosion catastrophique et définitive d'une bombe H. Ce n'est pas la crise paroxystique qui détruit tout d'un coup d'un seul. C'est apparemment le délitement progressif. C'est un monde noyé et anéanti qui se disloque. Ce sont des morts tues, des particules chimiques et des virus qui insidieusement s'infiltrent, métamorphosent, dénaturent et corrompent, invisibles. Regardez. Nue dans l'espace mais nappée de nuages, la planète poursuit lentement son circuit. Parfois, on n'en peut plus que ce soit toujours la même chose, qu'on ne puisse échapper aux jours et aux nuits qui s'écoulent, aux années qui s'encastrent les unes dans les autres, que tout soit si fatal. Mais quelque chose a changé. Et imaginez maintenant, sur tous les pays tombe une pluie sans fin. Partout, on entend les gémissements humides du ciel, du vent qui passe par les gouttelettes, des arbres qui penchent et rompent, des structures en béton qui s'affaiblissent, le gargouillement des gouttières. La terre, en tournant, produit une longue plainte. Sous les étoiles, au rayonnement néfaste, celui de planètes où tombent peut-être, car c'est possible là-bas, des pluies d'acide sulfurique, de verre ou de diamant. Pendant un court temps, il existerait des choses qui fonctionneraient encore plus ou moins, Internet ou certains supermarchés, et l'on sentirait que ce qui ne marche plus aurait la volonté d'être à nouveau opérationnel un jour et que tout n'est pas perdu. Les transports en commun ou un certain nombre d'emplois salariés, par exemple. Ce serait un moment de latence où on ne saurait pas encore très bien ce que tout cela va donner. Mais en fin de compte, ce serait un moment de courte durée, car ce que Mona appellerait la catastrophe se mettrait en place. Et ce serait alors une catastrophe à part entière, qui engouffrerait tout définitivement. Mona a toujours rêvé de cet effondrement, même si ses rêves étaient parfois peu avouables et tout à fait secrets.
D'abord parce qu'un véritable cataclysme serait une preuve de sa clairvoyance, validant son militantisme, tout en le renvoyant à une définitive inutilité. Ensuite, parce qu'elle souhaiterait toujours que le monde soit révolutionné, et plus souvent encore que crève le monde dont elle a hérité et tous ceux qui y vivent. Car à quoi bon leur vie minuscule et destructrice, leur vie d'insectes aveugles ou malveillants, habités par la volonté de tout ronger, en dépit du bon sens. Ce souhait-là aussi était indicible. Une conscience malheureuse, empreinte d'une haine de soi triste, de renoncement à l'espoir qu'il avait depuis toujours habité, celui de voir les mauvais jours finir et se lever des aubes radicales. Récemment, Mona avait souhaité une catastrophe tout simplement parce que la vie s'organisait dans l'ennui. Un genre quelconque de désastre, climatique ou terroriste, serait le viatique qui illuminerait à nouveau son quotidien terni ou même simplement l'annulerait, ne réclamerait plus qu'on agisse. Car les événements extérieurs prendraient le relais. Bien qu'il ne se soit agi que d'un vague fantasme né du découragement, au cours duquel elle imaginait un accident de voiture, un attentat, un accident de bus, une prise d'otage, une maladie cancéreuse, la mort de sa sœur, un tsunami, une amnésie soudaine et totale, un crash d'avion, la guerre civile, un conflit nucléaire, une inondation, une épidémie mondiale foudroyante, une tempête destructrice, une invasion étrangère ou extraterrestre, tout perdre et se retrouver à la rue, un putsch suivi d'une dictature militaire, la perte de sa vue ou de son ouïe, etc., etc. Son accomplissement, pour terrifiant qu'il soit, n'en serait pas moins délicieux. Imaginez enfin, dehors, la pluie a repris de plus belle et l'eau monte dans des proportions démentes. Sa brutalité ne se dissimule plus. Et les vagues autour des fenêtres des derniers étages sont violentes. La tempête a acquis un caractère définitif, qui ne laisse plus de doute quant à son issue. La ville s'est vidée, ses habitants morts ou enfuis. L'eau a définitivement pris le dessus, et le monde entier gémit sous l'effort de sa reformulation en termes nouveaux. Merci. On espère qu'on ne vous a pas trop plombé. Ce qui est, à mon sens, intéressant dans cet extrait qui donc a été écrit par Phoebe et choisi par Sabrina, je dénonce, c'est que malgré donc, du coup, tout ce qui peut être pesant, il y a quand même l'histoire du désir du personnage pour cette fin, pour cet effondrement, pour cette révolution. Et c'est quelque chose qu'on peut voir dans vos deux romans, quelque chose qui me semble aussi commun à une façon d'envisager le futur, c'est-à-dire d'imaginer le cataclysme qui va nous faire aller vers un autre, vers un ailleurs, et surtout vers quelque chose de très différent. Et souvent, en tout cas j'espère, moi dans ce que j'aime lire, et dans vos livres, vers quelque chose de potentiellement désirable. Et vos livres contiennent tous les deux cette grande question du désir d'une société, du désir d'un autrement, du désir de faire ensemble, et du désir de l'autre aussi. J'avais juste envie de vous laisser la parole sur cet extrait, et sinon on a encore d'autres super extraits. Mais tu l'as choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Oui. Oh my God. Traquenard. Ouais, alors, c'est quoi déjà comme passage? C'est le passage avec Pifou. Ah ouais, alors bon, ça c'est vraiment un truc un peu touchy. Alors, mais le passage avec Gwynplaine. Ouais, je pense que le passage avec Gwynplaine me semble plus adapté sur ce que serait le désir, parce que c'est pas du désir avec Pifou, c'est plutôt une sorte de... On en parlera après, quoi, je pense. Je pense que là, on est plutôt... Je lis ton truc, hein, excuse-moi. Non, ça va, t'inquiète. Le désir... C'était toutes les idées qu'on avait évoquées. Ok, c'est cool. Ben, c'est compliqué. Moi, je me bats avec moi-même pour essayer de savoir où mon désir parle, en fait, et à quel moment c'est un désir, et à quel moment c'est pas de l'appropriation, et à quel moment c'est pas une sorte d'extra-vulnérabilité de pas pouvoir se regarder ou de pas pouvoir faire face à ces contradictions. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, il y a dans la notion de désir même, il y a un côté sacré, je pense, et c'est si tant est qu'il y a du sacré, c'est ça pour moi. Donc peut-être que je vais le lire. C'est quoi? Ah, ok. Ça va jusqu'à quelle page? C'était nickel jusqu'à 194, ça c'était Phoebe qui l'avait choisi. Mais je crois... Alors attends, si tu continues, tu l'avais noté dans le tien? Je pense, ouais. Ça marche. Ça s'arrêtait
C'est ça, là? Ouais. Ok. Bon, bah, ça va aller vite. Donc, est-ce que tu contextualises ou... Grave, non. Ok. Alors, pas de contexte. Un Gwynplaine m'envole dans le dédale de chambres, de tapis, de rideaux, de paravents et d'éventails. Il y a des lits, des matelas, la vérité nue d'un repos. Nous tombons ensemble en torches, filantes dans la nuée. Les fenêtres déchirées et tout le fugitif de mon désir. Dans les bras de Gwynplaine, dans ses bras, dans ses bras. Je sais que j'y cherche Villon, qu'il me manque comme un bout de moi abandonné, laissé dans le silence. Mais tout mon corps demande cette eau. J'ouvre mon parachute pour amortir la descente en elle. Si le sang à mes tempes chantait, sa voix serait ma liberté. La fusion, je refuse, je ne veux pas être elle, je ne veux pas lui donner ce contrôle sur moi, mais je n'ai pas le choix, j'en ai besoin. Si nous devons vaincre, nous devons nous donner cette force, ce contact. Gwynplaine soupire. Son visage en écran liquide occupe ma pupille et je deviens l'eau de sable qui coule. Métamorphose pour elle, je prends sur moi d'être nouvelle à chaque frôlement. Tout en moi change aussi, je veux cette capacité, celle que Villon m'a donnée goutte à goutte de son être avant qu'il ne se livre complètement. Je laisse couler. Gwynplaine s'empare, moi, qu'est-ce qu'il reste de moi? Je suis épuisé, ivre de bonheur. De valse. C'était combien? 189. Ouais, parce que je suis un peu tordu. De valse, de serpent, j'ai l'impression qu'une armée en moi devient la plaine où les lances et les phalanges et les coudes, les angles là-bas. Ce qui m'attend, c'est la fleur, c'est l'eau du sang. Nos peaux ont appris à changer. Héliotrope, nous nous tournons vers, et j'ai tout qui hurle et chante et se donne. J'en ai assez, mais je n'en ai jamais assez. Je veux boire, j'ai si soif, me remplir pour habiter cette chair. Je suis en bout de course, je me fends. Et demain matin, nous combattrons une dernière fois pour défaire le tyran. Nos ébats sont-ils répétitions? Encore lutte, encore guerre? J'en ai assez des combats. Je veux le nom secret de la paix que je trouve là, sous cette aisselle. Je veux me laisser porter et retrouver cet endroit d'arbre devant où je prenais vie dans l'amour qui se change et l'amour qui se donne. Merci Sabrina. Phoebe, est-ce que tu voulais revenir sur cette question du coup du désir et de construction Ouais, éventuellement. Ouais. Je pense que, enfin, je sais pas, ce que j'ai trouvé touchant dans la proximité des deux textes, c'était justement cette idée que, enfin, de faire advenir nos désirs les plus profonds, enfin, que ce soit dans ce personnage de Villon ou dans l'effondrement qui finalement a peut-être pas autant de substance qu'on le pense. Et ouais, je sais pas, je pense qu'il y a un truc hyper fort là-dedans et je me dis que c'est peut-être ça aussi une science-fiction queer, quoi. C'est une fiction qui est guidée par un désir peut-être non hétéro, mais au sens le plus large du terme, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on part dans des terrains qui ont plus grand-chose à voir avec un désir sexuel classique, quoi. Voilà, et c'est ce que je trouve, enfin, c'est ce que je retrouvais dans ce passage-là aussi en particulier. Tout va bien. Oui, parce que en fait, c'est des textes qui sont vraiment habités de quelque chose de très vif, de très particulier à vos plumes, enfin à votre façon d'écrire respectivement et aux thématiques que vous traitez. Qui pour autant, et c'est pour ça que vous êtes là toutes les deux ce soir, qui pour autant se répondent énormément. Et à la fois dans votre façon d'aborder le texte d'une manière qui casse les codes de ce qu'on a, de ce qu'on peut lire d'habitude dans de l'imaginaire, qui va flirter avec justement une certaine poésie, qui s'amuse beaucoup avec les mots, et à mon sens en tout cas une certaine rythmicité. Et qui parle de ce désir dont tu parlais, et qui parle aussi d'un autre désir peut-être plus conventionnel, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, moi, dans Tabor, c'était la question du désir d'enfant, et de son asymétrie, et de comment désirer un futur via notamment un enfant, comment on envisage tout ça dans un monde qui vient de s'effondrer. Et c'est un des points de tension de Tabor, et enfin, voilà, je souhaiterais que tu nous expliques cette question et sa profondeur en fait dans ce travail. Ouais, bah, du coup, peut-être pour les personnes qui connaissent pas le livre, l'un des enjeux un peu centraux du texte, c'est
c'est donc ce couple composé de Polly et de Mona. Polly qui a très envie d'avoir un enfant, et Mona qui est une sorte de militante un peu ascétique qui se refuse à la reproduction. Et donc il y a, voilà, il y a un tas de choses qui vont se déplier, se déployer autour de cet enjeu un peu central. Et bon, pour le dire simplement, je pense qu'il y a juste un... Enfin, pour moi, c'est une problématique morale totalement inédite à laquelle je pense qu'on est collectivement confrontés. Et pas seulement en temps d'une catastrophe concrète comme celle que je décris dans le livre, quoi, mais vraiment aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'envisager parent et comment est-ce qu'on peut penser la procréation et la reproduction dans un monde qui finalement est détruit par cette reproduction même. Et donc il y a vraiment tout ce paradoxe que je trouve hyper intéressant, même juste d'un point de vue philosophique, moral. Pourquoi, comment dire, si on a envie de préserver le monde, c'est pour des générations futures, mais en même temps, ces générations futures même vont détruire le monde. Et donc, comment est-ce qu'on réconcilie en fait ces deux injonctions morales super puissantes et super importantes, quoi. Et donc, bon, ça se traduit par le conflit entre ces deux femmes qui composent le couple. Mais finalement, je pense que c'est un révélateur aussi pour des désirs fuyants fuyants dans le sens où ils vont se nicher un petit peu partout, quoi. Et voilà. Mais je pense que ouais, cette question de la procréation dans un monde en destruction, c'est pas de la spéculation, quoi. C'est une question à laquelle on est toutes et tous confrontés, je pense. Et c'est un choix radical à faire ou à ne pas faire. Alors, dans Melmoth, pour parler que de Melmoth, pas de ce que moi je sens ou quoi que ce soit, dans Melmoth, le rapport aux enfants, il est très complexe parce que on est dans c'est un bouquin sur ce que le mal que Disney a fait aux enfants, en fait, d'une certaine manière. Pas le mal, mais en tout cas, ce que Disney a essayé de faire aux enfants, et en fait, beaucoup se sont rebellés, quoi. Et donc, moi, j'ai toujours eu plutôt un angle d'attaque sur l'enfance depuis cette envie à tout prix de garder toutes les opportunités, tu vois, le monde ouvert, quoi, en permanence. Et du coup, le personnage principal du livre est plongé dans des communautés d'enfants. À Belleville, précisément, où elle est couturière, enfin, où elle essaye. Et c'est les enfants perdus, donc on a des parallèles qui sont très forts avec des œuvres qui ont été adaptées par Disney, et aussi avec la manière dont des enfants, dans des années 90, où Disney était à un moment donné de sa représentation un apex, quoi. C'était un règne sans partage qui était en train de s'imposer là. Et donc du coup, les enfants sont affectés par ça et sont en rébellion vis-à-vis de ça. Et donc c'était très important pour moi de montrer ce que ça voulait dire des enfants qui s'étaient affranchis de ces 50 ans, 60 ans de propagande et ce qu'on avait fait en fait aux générations précédentes en termes d'imaginaire. Donc une sorte de... Voilà. Mais au plus profond du livre, il y a cette scène qui est compliquée et que j'ai absolument voulu laisser dans le livre en fait parce qu'elle est venue naturellement et qui est une scène où mon personnage principal, qui est vraiment complètement désœuvré, la pauvre, hein, elle est paumée, quoi, à un moment donné éprouve un désir très fugitif pour un des grands ados il a 15 ans je crois ou 16 ans, je sais plus. Et sur le moment, j'ai écrit la scène parce que c'est une scène qui vient dans un moment de tension où elle a besoin, elle, parce que c'est sa manière d'être au monde, que de se shooter à la grâce, en fait. Et elle essaie de trouver de la grâce sous ses yeux, là, et tout ce qu'elle voit, c'est cet ado qui se bat, qui se fight, qui est un gars qui a monté sa propre opération avec des orphelins, il tient son propre squat et tout, et il est déjà un adulte, en fait, pour elle, à ses yeux, là, soudain. Et j'avais envie de transmettre ça et d'avoir ce regard-là aussi sur comment est-ce qu'on interroge aujourd'hui nos générations et comment est-ce qu'on les infantilise vraiment. Alors je ne parle pas du tout, évidemment, de choses non consensuelles ou de choses qu'on imposerait de notre fétichisation de la sexualité sur des enfants. Je parle vraiment de tenir compte de ce que représente leur point de vue pour que notre société continue d'avancer. Et je pense que peut-être, si on fait bien notre boulot en termes d'écriture et en termes de soutien, de créativité dans les écoles et autour de nous, dans les quartiers et tout, on peut faire en sorte qu'à un moment donné, on ait une génération qui, non, ne détruit pas le monde après nous, quoi.
C'est-à-dire on lui donne les outils pour pas le faire. Voilà, de compréhension, d'entraide, de valeurs, de choses comme ça, et qui passent non pas par des injonctions d'État ou des injonctions de répression ou même des injonctions de venue de l'entertainment, hein, puisque la question de la domination dans Melmoth, c'est vraiment une interconnexion entre de la répression physique, quasi militaire et concentrationnaire, et un entertainment qui justifie et valide tout ça au nom de l'imagination. Vous voyez ? Donc c'est un système qui est extrêmement pervers. Et donc du coup, quelle est la place des enfants là-dedans et comment moi retrouver et il y a une phrase que j'aime bien dans ce livre et qui est peut-être une des seules phrases que j'aime vraiment, dont je me souviens assez peu de ce que j'écris en général, mais cette phrase je m'en souviens. C'est à un moment donné, il y a un gars qui lui dit à la meuf, mais pourquoi tu vis avec des enfants quoi, tout le temps, et sa réponse c'est ils sont plus énervés que moi. Et je trouvais que c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'elle s'entoure de gens qui sont énervés et qui ont des potentiels de changer le monde et qui le veulent en fait, quoi. Et donc elle les prend et elle va dans leur flux quoi. Et donc ça, voilà, c'est plutôt comme ça que j'aimerais poser les choses sur le near future, quoi, sur quel est notre regard sur la génération qui vient et comment on va l'aider, parce que là, c'est la merde totale. C'est le futur quand même, non? Enfin, je sais pas. Donc si je te résume, une des solutions pour y arriver, c'est d'être très énervé, nombreux et de le faire ensemble. Oui, et de s'éduquer, de s'auto-éduquer ensemble, quoi. Enfin, de créer des ateliers, de faire des choses où on fait des choses, on fait de la pratique, quoi. Et je trouve qu'il y a aussi toute la question. Enfin, quand je pense enfant, je pense aussi fatalement à la famille, quoi. Et je pense qu'il y a aussi cette question de la famille choisie, la famille qu'on se crée. Et là, en l'occurrence, c'est une famille d'enfants, quoi. Mais finalement, ça passe aussi par. Enfin, cette famille qu'on se crée, c'est la communauté qu'on choisit, qu'elle soit queer ou pas, quoi. Mais en tout cas, enfin, je sais pas. Il y a cette espèce de point de jonction aussi dans les communautés choisies et dans le rapport à l'enfance dans ces communautés, quoi, que je trouve hyper intéressant et qui est peut-être un peu révélateur aussi de peut-être l'ancrage queer, si on peut y revenir. C'est ouais, parce que pour le coup la procréation c'est une question qui concerne éminemment aussi les personnes LGBTQI+, etc., quoi. Enfin, je veux dire, c'est un enjeu politique aussi. Voilà, je sais pas s'il y a des choses à dire en plus là-dessus, quoi, mais très bien. Et dans Tabor, tu fais aussi cette jonction dans du coup, dans cette collectivité de vie qui sort d'un cadre très hétéronormatif, en fait, très straight, qui c'est pas une question de il y a une famille d'un côté, une famille de l'autre, les gens sont assez libres de l'endroit où ils vivent, de l'endroit où ils aiment, des personnes avec qui ils nouent des liens et quel type de liens ils font. Il n'y a pas juste la question du désir d'enfant, en fait, dans ton roman non plus. Et ça, c'est quelque chose qui est... En fait, quand on lit donc de la littérature donc queer, LGBT, quand on lit de la littérature science-fiction, c'est quelque chose qui peut les relier à cette question de comment on fait ensemble, et en l'occurrence dans un futur, alors soit dévasté, soit cette branche étrange... qu'il y a dans Melmoth des années 80-90, comment on fait tous ensemble pour essayer d'avoir quelque chose qui advient en meilleur. Et c'est quelque chose qui peut faire se rejoindre la science-fiction et les questions queer, qui sont celles de futurs, ce qu'on appelle les futurs désirables. Et moi, j'aurais bien voulu avoir votre avis sur cette notion d'un futur qu'on a envie, du coup, de voir advenir. Je crois que tu as commencé déjà à y répondre, Sabrina. Avec ton idée d'être, du coup, comme je résumais, très énervés tous ensemble. Et vas-y. Ouais, si tu veux. Alors, là, on est quand même à un point de jonction. Enfin, on est quand même à un moment très compliqué de notre vie en société, et spécialement en France. Hein. Et je crois qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de faire passer des idées et des choses, notamment aux nouvelles générations, mais pas que, aussi autour de nous. Il y a plein de gens qui se posent des questions, il y a plein de gens qui sont paumés. Et donc, du coup, pour moi, le rôle de la science-fiction, c'est aussi ce rôle de sentinelle, quoi, d'être là, quoi, de regarder ce qui se passe et de témoigner aussi de ce qui se passe et de se dire, attention, il ne faut pas y aller, quoi. Et donc... où on va. Il ne faut pas simplement se dire qu'il ne faut pas y aller, parce que voilà, il faut se dire où on va, en fait. Et est-ce que où on va, ça vient d'un point qui n'est pas le point de référence et le cadre et la grille de lecture de référence qui a servi à construire, on va dire,
80% des futurs dans lesquels on baigne dans l'entertainment et qui semblent indépassables en termes narratifs, qui semblent indépassables en termes de technologie, qui semblent indépassables en termes de machin, avec des histoires méta aussi qui viennent se mettre dessus, genre la singularité empêche toute prospective au-delà de X temps. Voilà. Donc là, on est dans du bullshit total. Et à un moment donné, il faut juste qu'on se dise, ok, comment est-ce qu'on fait pour pas faire 1984 sans qu'il soit utilisé en face pour nous massacrer, en fait. Donc qu'est-ce qu'on va proposer comme futur, comme débouché à nos boucles, à nos branches qui pourrissent, quoi que ce soit, qui ne sont pas construits sur des rapports de domination, qui ne sont pas construits sur des rapports d'appropriation et d'expropriation, qui sont à la mesure des êtres, qui parlent depuis les minorités, parce qu'on n'a jamais essayé de faire ça dans toute l'histoire. On a très peu essayé de voir qu'on faisait si on créait une société qui ne crée pas des institutions qui fissent des objets dans le temps, mais qui fissent plutôt qui montrent des relations, en fait, et qui sont capables donc de changer et tout. Donc il faut pouvoir se poser ces questions aujourd'hui, quoi. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, si on ne propose pas ces futurs modélisables et granulaires, c'est-à-dire qu'on pourrait recomposer comme ça pour pouvoir coller vraiment au désir de l'humain de toujours trouver l'objet de sa curiosité, parce qu'on a envie de savoir pourquoi on est là, on a envie de savoir pourquoi on souffre, pourquoi on aime, on a envie de pouvoir communiquer. Voilà. Et je crois que la science-fiction a un rôle à jouer immense là-dedans. On pourrait citer 1984, moi qui a été un bouquin, mais fondamental dans ma vie, quoi. Je veux dire, ce type, dans l'angle mort de la caméra de chez lui, qui écrit sur une chaise comme ça, avec son carnet, là, moi, ça m'a traumatisé. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est en fait ce qu'il fait, c'est qu'il témoigne d'un temps dont il se souvient encore et il écrit ça, alors pour plein de raisons. Mais non seulement le geste est magnifique, mais en plus, il n'est pas simplement sur mon émotion, ma poésie ou machin, mais il est aussi dans le monde qui est en train d'advenir autour de moi, est un monde qui dépasse nos capacités d'imagination sur ce que l'homme est capable d'infuser aux autres hommes, en termes de pure oppression, quoi. Et là, moi, j'ai su que je voulais faire de la science-fiction à ce moment-là, en fait, et j'en ai toujours fait, ce que je disais tout à l'heure, hein. Parce qu'il y a cette urgence de toujours montrer les choses, mais de ne jamais partir d'elles pour construire le futur, mais plutôt de dire on les a dépassées, en fait. Et maintenant, dans quoi on est et dans quelle reconfiguration on est. Et alors après, que ça se double d'un travail sur le terrain, si vous voulez, de reconnaissance, de quadrillage, que ce soit stratégique ou psychogéographique, ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est des choses qui sont capables d'acter ces futurs désirables dans le réel. Mais on peut s'en tenir pour l'instant à rien que déjà faire de la science-fiction décomplexée de tout ce qu'elle a de dégueulasse et de vraiment politique pour le coup. Qu'on a pris pour le colonialisme, le virilisme, le patriarcat, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, j'ai trop parlé. Non, pas du tout. Tout va bien. Mais du coup, je sais pas à quoi ajouter, quoi. Non, mais c'est très bien. L'idée, c'est de construire. Ça vient avec la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Comment on imagine collectivement des choses qui nous permettent de nous réinventer. Et en effet, une chose qu'on a trop tendance à oublier, c'est qu'évidemment, même en science-fiction, l'écrit est politique. Même ce qu'on ne voit pas, du coup, l'est en creux. Et le fait d'avoir des récits qui vont mettre en œuvre des personnages ou juste des idées qui viennent de différentes minorités et qui sortent de ce cadre habituel, c'est en soi presque révolutionnaire. Et c'est peut-être un premier pas. Moi, je vous propose d'écouter un nouvel extrait de texte. Je vais juste checker là. Dans 10 minutes. Ouais. Oui, ça va trop vite. Oui, on va lire de petits textes. Il y avait... Hein, super. Ouais, Tabor, page 164, s'il te plaît. Oui, il est trop bien. Il n'y a plus de courges, Dieu merci, et plus beaucoup de pommes. On a mangé des orties à se rendre malade. Mais bientôt, si on n'est pas trop nul et que le temps est clément, on pourra se donner des indigestions de fruits. On croulera sous les tomates, les courgettes et les haricots, dont les graines circulent dans de mystérieux réseaux souterrains d'échange, dont nous faisons apparemment partie. Des équipes se relayeront jour et nuit pour faire des conserves dans la moiteur des cuisines. On priera pour qu'elles ne moisissent pas, pour que le botulisme nous épargne. Nos bouches se tendront sous la subtile acidité des fèves fraîches et nos doigts seront bleus,
tachés de jus de cerise. On reposera nos membres fatigués des moissons sous les meules, sous les arbres aux feuilles épanouies. On sait que c'est pour bientôt. Et par bientôt, on entend un temps futur, pas trop lointain, pas forcément cette année, ni la suivante, mais bientôt, bientôt. On sait que ces forces sont irrésistibles, inéluctables, qu'il est impossible de lutter contre les puissances chtoniennes qui se meuvent silencieusement, lentement, faisant croître et mourir les plantes et les bêtes. C'est pas très facile le rythme des saisons dans Tabor. Il y a des gros problèmes de saison, notamment, entre autres. Parce que bon, dans Tabor, ils n'étaient pas maraîchers avant d'arriver dans ce village. Non, Non. clairement pas. Polly, l'une des narratrices, était femme de ménage et sa copine Mona était remplaçante, prof d'histoire remplaçante. Mais il y a plein d'autres corps de métier qui sont représentés. J'ai essayé d'être inclusive. Mais ouais, du coup, il y a vraiment cette idée de un peu une bande de bras cassés qui se retrouvent à la campagne et qui essayent, après cet apocalypse, de faire advenir ce futur désirable d'un point de vue à la fois maraîcher, mais aussi politique. Et ça marche pas trop. Mais c'est l'histoire des néo-ruraux. Je pense que tout le monde est confronté au même problème. Mais ouais. Et je sais plus où je veux en venir, mais oui, cette question de futur désirable, elle est très présente, en tout cas dans ces velléités là, et d'ailleurs dans toutes les autres. Une fois de plus, sans vouloir trop révéler ce qui se passe dans le récit, il y a aussi cette idée que j'ai un petit peu évoquée auparavant, mais de fiction collective. Tabor, c'est aussi un tas de récits enchâssés, des gens qui se racontent et qui racontent l'avènement de ce lieu et de ce système politique plutôt qui tend à l'égalité ou à l'égalitarisme. Voilà. J'ai vraiment perdu le fil, je suis navrée. Tout va bien. L'idée, en fait, c'était juste de peut-être arriver tranquillement à clore pour discuter des futurs qu'on a envie de voir mettre en place via la fiction, mais aussi en quoi la fiction, en tant que moteur de réflexion, peut amener, mais ça, Sabrina, tu as déjà commencé à amener tout ce sujet, peut amener justement une force pour les personnes qui lisent ces textes et pour les personnes qui vont... peut-être comme toi avec 1984 ou peut-être toi avec d'autres ouvrages qu'on serait ravis de connaître, réfléchir à une posture vers un futur qui, malgré évidemment cette question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on va réussir à manger, est-ce qu'on aura trop de courges, pas assez, comment est-ce qu'on arrive ensemble à faire ça et comment on arrive surtout à le désirer. Alors je sais que vous n'allez pas avoir la réponse à cette question éminemment complexe, mais je voulais savoir si en écrivant vos textes, vous aviez déjà des pistes de petites choses, des petites étincelles qui vous ont fait vous dire non mais ça j'ai envie d'en parler, ça j'ai envie que ce soit quelque chose de présent quand quelqu'un lira mon texte, qui se dise ouais ça c'est beau, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir, de la chose qui peut sembler la plus futile à la chose qui peut sembler la plus... Quoi à la chose qui peut... Bah oui, je sais. À la chose qui peut sembler justement la plus importante, la plus cruciale. Et donc du coup, on va voir si je me suis trompée ou pas, vas-y. Non, t'étais pas trompée. Non, mais moi, c'est complètement futile. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire la révolution juste en étant stylé, quoi. Et donc du coup, c'est une idée que j'ai eue il y a 2 ans quand ça m'a repris à couture et que j'ai commencé à délirer là-dessus et que je me suis vraiment impliqué, du coup, dans cette culture et ce métier, quoi. Et du coup, j'en ai parlé autour de moi, collectif et tout. J'ai même monté un collectif. Aujourd'hui, c'était la première journée de mon collectif de couture. J'étais très heureux. Et en fait, la question de la mode dans la révolution est très intéressante. Alors, j'en ai parlé hier à une émission qui était un peu politique. C'est très drôle de voir comment est-ce que ce sujet, une fois qu'on a évacué le fait que non, on ne parle pas du luxe,
Non, on ne parle pas des injonctions, non, on ne parle pas de ça, non, on parle d'un phénomène social très complexe, et très philosophique et très poétique, et qui a une substance poétique incroyable. Et est-ce que le fait de s'éduquer aussi à ça, et de le pratiquer régulièrement dans nos vies, dans la manière dont on s'habille, ça pourrait nous servir à communiquer, pourrait nous servir à représenter des choses au-delà des drapeaux, et qui soient, on a évoqué le terme hier de multiformes, qui soient des espèces de moyens de s'habiller, et en même temps de se signaler, et en même temps de se cacher, et en même temps de se détendre, et en même temps, et il y a plein de choses qui, moi, m'interpellent vachement là-dedans. Et un de mes futurs désirables, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tellement stylé qu'en face, ils vont te faire, c'est bon, quoi. On a vraiment l'air de rien, on est des Robocop, quoi, et on lâche les guns, quoi. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans le bouquin, il y a un peu ça qui se passe, c'est-à-dire que genre, elle se fait des films sur sa robe et tout, quoi, et elle est persuadée que la robe pourra repasser les balles et tout, tu vois, un truc incroyable. Et moi, je suis là, je me dis, mais en fait, ça serait tellement cool, quoi. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour le coup un futur désirable impossible, mais moi j'aime bien écrire sur ce genre de choses, parce que c'est précisément dans ce genre de choses. Walter Benjamin disait sur la mode, c'est une citation que j'aime bien dire sur la mode, parce que comme ça les gens ils font ah ouais d'accord, super, c'est sérieux, c'est pas okay. Et en fait Walter Benjamin dans les arcades, il a écrit un truc sur la mode qui dit en fait la mode se réalise dans les extrêmes, et les deux extrêmes de la mode c'est la frivolité et la mort. Et quand la mode a fini d'épuiser un des extrêmes, elle se réincarne dans l'autre pour l'épuiser à nouveau, puis après elle fait un rebond de l'autre côté et tout. Et il se passe plein de choses entre, en fait. Et je me dis que peut-être que là, il y a vraiment le désespoir et l'espoir, le paradoxe de l'espoir et du désespoir qu'on a tous et toutes, en fait, et qu'on porte, peut-être peut se résoudre aussi dans quelque chose d'aussi frivole que bien saper, quoi, ou en tout cas saper à la hauteur de notre intimité et de ce qu'on a envie d'en exprimer, sans pouvoir le dire vraiment. Je sais pas. Donc ça, c'est un futur désirable mignon, par exemple. Oui, assez important. Oui, j'aime bien. Ouais, enfin, une fois de plus, je suis sans voix. Je saurais pas mieux le dire. Enfin, c'est pas du tout mon sujet, mais c'est un sujet qui m'intéresse éminemment aussi. J'aime bien être stylée. Ouais, moi, mon futur désirable, je pense que j'ai des rêves secrets et inavouables, moi aussi, de vie en communauté qui se passe super bien et où tout le monde s'aime et on vit dans des grandes familles choisies et peut-être que j'ai voulu je sais pas, combattre ma naïveté politique en détruisant tout ça dans Tabor, mais en même temps, ça existe et le fait d'avoir écrit dessus, ça le fait exister et donc peut-être que ça le fera advenir. Voilà. C'est de la pensée magique. C'est de la pensée. Mais du coup, c'est bon, on est là aussi pour la pensée magique, non ? Je vous propose de lire un extrait d'un texte de Dorothy Allison. Non, tu penses qu'on... Est-ce qu'on a le temps ? On va le prendre. Non, mais si, c'est bon. On peut. Juste la fin de son article. C'est un article de Dorothy Allison qui est une autrice et essayiste lesbienne et qui a un texte entier sur l'importance pour elle, mais pas que, de la science-fiction et notamment des textes de Johanna Russ et Samuel Delany qui sont des auteurs de SF des années 70-80 qui ne sont pas hétéros et qui ont écrit des trucs absolument incroyables qui sont plus édités en France, donc désolé. Mais on peut lire Dorothy Allison. Et c'est à partir de... Ouais, juste, vraiment, t'embête pas, juste la fin. J'ai parlé à de nombreuses femmes, tant lesbiennes qu'hétérosexuelles, de leur attirance adolescente pour la science-fiction. J'ai essayé de les éclairer sur la manière dont la SF avait affecté leur manière de concevoir la sexualité. Il est stupéfiant que tant de femmes m'aient dit que la science-fiction a été l'endroit où elles plaçaient leur imaginaire sexuel. Une de mes copines, par exemple, qui n'avait lu aucun roman lesbien soft avant de faire son coming out, ne jurait au contraire que par les femmes sexuellement agressives et directes qu'elle trouvait dans la science-fiction. Elles m'ont donné l'idée, m'a-t-elle dit, se remémorant ses propres fantasmes d'adolescente. Pour elle comme pour moi, le message sous-jacent était clair. Ça n'était pas forcément comme tout le monde le disait. Ça pouvait être différent. Vous pouviez faire l'amour avec des plantes, des chutes d'eau intelligentes ou des machines amicales, ou des femmes.
et ne pas le faire pouvait être une catastrophe sociale ou morale. Une fois dévoilé, c'est un secret qui pouvait tout changer et qui a tout changé. Merci. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à répondre à Dorothy Allison? Ouais, c'était vraiment super beau. J'ai très envie de faire l'amour avec une chute d'eau intelligente. Pas de confession sur les chutes d'eau intelligentes? No comment. No comment. Je vais rougir. Très bien. Oui. On est tous en train de rougir, donc tout va bien. Un peu ça, quand même. Je pense que ça va être assez compliqué de passer derrière ce petit texte. Sabrina, est-ce que tu as un dernier extrait que tu voulais lire de Melmoth, pardon? Je sais pas, non. Non, c'est bon. On avait noté 2. Oui, en fait, l'autre c'était celui avec Pifou dont tu as parlé. Donc, je le lis. Hein. C'est peut-être une redite, quoi. Peut-être qu'on peut arrêter là. Autre chose. Pour moi j'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour de la question de ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous faire signe si on a le temps, mais si vraiment il y avait peut-être une envie de discussion, est-ce que vous seriez ouverte ou pas à de la discussion? Non, ok. On a le trac. On vous remercie en tout cas d'être venu nous écouter parler des livres de Sabrina et de Phoebe. Et d'écouter ces lectures, de discuter de comment on peut imaginer avec les outils des littératures de l'imaginaire et spécifiquement de la science-fiction des futurs qu'on a envie de voir advenir, des futurs où on désire autrement et peut-être parfois d'autres choses. Et je ne parle pas que de sexualité. Et surtout de comment le faire peut-être collectivement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là en collectivité. Merci à vous. C'est fini ?